Bienvenue sur les histoires vraies de Mélanie. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau récit hors du commun. Avant de plonger ensemble dans l'incroyable destinée d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos découvertes. Si cette histoire vous touche ou si vous avez des suggestions pour améliorer nos prochains épisodes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Votre avis est précieux pour faire grandir cette communauté de passionnés de faits réels. Installez-vous confortablement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. L'Amazonie. Pour le reste du monde, c'est le poumon de la planète, une réserve de biodiversité infinie, un lieu de fantasmes et d'aventures. Mais pour ceux qui y naissent, c'est une mère nourricière, aussi généreuse qu'exigeante, un univers régi par des lois ancestrales, où chaque plante, chaque insecte, chaque souffle de vent a une signification. C'est dans ce décor à la fois majestueux et impitoyable, au cœur de la jungle canmeldienne, que va se dérouler l'une des histoires de survie les plus extraordinaires de notre époque. Une odyssée qui, en 2023, a tenu le monde entier en haleine, prouvant que la résilience humaine n'a pas de limite, surtout lorsqu'elle est guidée par des savoirs millénaires. Tout commence le 1er mai 2023. Un petit avion Cessna 206, opéré par la compagnie Avian Line Charters, s'apprête à décoller de la piste sommaire d'Araraquara. À son bord, 7 passagers. Le pilote, un homme d'expérience habitué aux conditions de vol précaires de la région, un chef indigène local, et Magdalena Mukutui, une mère de famille de la communauté Witoto. Elle voyage avec ses 4 enfants, Leslie, l'aînée de 13 ans, Soleini, 9 ans, Tienne Noriel, 4 ans, et le petit dernier, Christine, un bébé d'à peine 11 mois qui n'a pas encore appris à marcher. Pour Magdalena et ses enfants, ce voyage est bien plus qu'un simple déplacement. C'est une fuite. Ils cherchent à rejoindre San José del Guaviare, à 350 km de là, pour échapper aux violences des groupes armés qui menacent leur communauté. Ils espèrent y retrouver le père des enfants et commencer une nouvelle vie, loin de la peur. Le vol doit durer un peu plus d'1 heure. Mais quelques minutes seulement après le décollage, le destin bascule. Le pilote signale par radio une panne moteur critique. Dans cette région, la jungle est une mer verte ininterrompue, sans aucune zone de dégagement. L'avion perd de l'altitude, frôlant la cime des arbres géants, avant de s'écraser brutalement dans une zone de végétation dense et marécageuse. Le silence qui suit le crash est lourd, seulement rompu par les bruits de la forêt qui reprend ses droits. L'appareil, le nez planté dans le sol meuble, est littéralement englouti par la canopée. Les secours sont alertés, mais localiser une épave dans un tel océan de verdure relève de l'impossible. Pendant 15 jours, le monde ignore tout du sort des passagers. Les autorités colombiennes lancent l'Opération Espérance, une mission de recherche d'une ampleur colossale. Plus de 100 militaires des forces spéciales sont mobilisés, mais ils se heurtent vite à la réalité du terrain. La jungle amazonienne n'est pas seulement un lieu physique, c'est un organisme vivant. L'humidité y est constante, frôlant les 100%. La visibilité au sol ne dépasse pas quelques mètres. Les orages tropicaux, violents et imprévisibles, transforment le sol en bourbier et noient les sons. C'est alors qu'une décision cruciale est prise, intégrer aux recherches des membres des communautés indigènes locales. Ces hommes et ces femmes, qui connaissent chaque plante et chaque sentier invisible, vont apporter une expertise que la technologie la plus avancée ne peut remplacer. Le 15 mai, les équipes de recherche font une découverte qui glace le sang. La carcasse du Cessna est enfin localisée. À l'intérieur, la scène est tragique. Le pilote, le chef indigène et Magdalena Mukutui sont décédés. Mais un détail frappe les sauveteurs. Les corps des enfants ne sont pas là. Mieux encore, des indices suggèrent qu'ils ont travécu au choc initial. Un biberon rose, une paire de ciseaux, un élastique à cheveux et des restes de fruits consommés sont retrouvés à proximité de l'épave. L'espoir, qui semblait s'être éteint, renaît avec une force incroyable.
Leslie, 13 ans, a réussi l'impossible, sortir ses frères et sœurs de la carcasse de l'avion et s'enfoncer dans la jungle pour chercher de l'aide. C'est ici que commence véritablement l'odyssée des 4 enfants. Imaginez la scène. Une adolescente de 13 ans, seule avec 3 enfants, dont un nourrisson de 11 mois, au milieu de l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Autour d'eux, des jaguars, des pumas, des serpents venimeux comme le fer de lance et des nuées d'insectes porteurs de maladies. Mais Leslie n'est pas une adolescente ordinaire. En tant qu'aînée d'une famille Huitoto, elle a été formée dès son plus jeune âge au savoir de la forêt. Elle sait comment s'orienter, comment construire un abri et surtout, comment distinguer ce qui nourrit de ce qui tue. Elle devient la petite maman, la gardienne de la fratrie, portant le bébé Christine dans ses bras tout en guidant les autres à travers les fourrés épineux. Leur première ressource fut la farinia, une farine de manioc grillée qu'ils ont réussi à récupérer dans les bagages de l'avion. Cette nourriture de base, riche en calories, leur a permis de tenir les premiers jours. Mais les réserves s'épuisent vite. Leslie doit alors faire appel aux enseignements de sa grand-mère. Elle identifie les fruits sauvages comestibles comme l'avichure, une sorte de baie sucrée, et les graines de palmier 1000 pesos, riches en huile. Elle sait que si les singes mangent un fruit, il y a de fortes chances qu'il soit sans danger pour les humains. Elle apprend à ses frères à recueillir l'eau de pluie sur les grandes feuilles de bananier sauvages pour éviter les eaux stagnantes des marécages infestés de parasites. Pendant ce temps, l'opération Espérance bat son plein. Les militaires et les indigènes travaillent main dans la main, une collaboration historique en Colombie. Des hélicoptères survolent la zone en permanence, larguant des kits de survie contenant de la nourriture et de l'eau. Plus touchant encore, ils diffusent par de puissants haut-parleurs un message enregistré par la grand-mère des enfants, Fatima. Sa voix, résonnant à travers la canopée, implore les enfants de s'arrêter et de rester là où ils sont, leur promettant que les secours arrivent. Ce lien sonore avec leur famille a sans doute été un pilier psychologique essentiel pour Leslie et ses frères, leur rappelant qu'ils n'étaient pas oubliés par le monde extérieur. Les jours se transforment en semaines. Le 26 mai, alors que les enfants errent depuis 26 jours, une petite fête symbolique est organisée par les militaires sur leur base arrière. C'est l'anniversaire de Christine. Le bébé fête ses 1 an au cœur de l'enfer vert. Ce moment de tendresse, au milieu de la tragédie, renforce la détermination des sauveteurs. Ils ne cherchent plus seulement des disparus, ils cherchent des membres de leur propre famille. Mais la junte est jalouse de ses secrets. Les enfants, par instinct de survie, se déplacent constamment pour éviter les prédateurs, ce qui rend leur localisation extrêmement difficile. À plusieurs reprises, les équipes de recherche passent à moins de 100 mètres d'eux sans s'en apercevoir. La végétation est si dense qu'un être humain peut disparaître derrière un rideau de lianes en un clin d'œil. C'est alors qu'entre en scène Wilson, le berger allemand des forces spéciales. Ce chien d'élite, entraîné pour la recherche et le sauvetage, devient le lien entre les deux mondes. À plusieurs reprises, Wilson s'éloigne de son maître et semble suivre une piste fraîche. On retrouvera plus tard des empreintes de pattes de chien à côté de petites empreintes de pieds d'enfants. Il est fort probable que Wilson ait retrouvé les enfants et soit resté avec eux pendant quelques jours, leur offrant une protection et un réconfort inestimables. Cependant, le terrain est si éprouvant que même le chien finit par se perdre. Wilson disparaît à son tour dans la jungle, devenant l'autre héros tragique de cette histoire. Malgré les recherches intenses pour le retrouver, le chien ne réapparaîtra jamais, laissant un vide immense dans le cœur des militaires. La survie des enfants repose sur une discipline de fer imposée par Leslie. Elle organise les journées, marche le matin quand la température est encore supportable, recherche de nourriture et construction d'un abri avant la tombée de la nuit. Elle utilise ses élastiques à cheveux pour lier des branches et des feuilles de palmier, créant des huttes sommaires mais efficaces contre la pluie.
Elle veille sur le bébé Christine avec une dévotion absolue, mâchant des fruits pour lui donner une bouillie qu'il peut avaler. Elle surveille les moindres signes de faiblesse chez Soleilny et Tienne Noriel, les encourageant à avancer malgré la fatigue et les piqûres incessantes de moustiques et de fourmis de feu. Au sein des communautés indigènes, on ne parle pas seulement de survie physique, mais aussi de dimension spirituelle. Les chamans et les anciens pratiquent des rituels quotidiens pour communiquer avec les esprits de la forêt. Selon leur cosmologie, la jungle est habitée par des entités protectrices qui peuvent cacher les humains s'ils ne sont pas respectueux. Les anciens négocient avec ces esprits, leur offrant du tabac et de la coca en échange de la libération des enfants. Pour les indigènes participant aux recherches, la réussite de la mission dépend autant de ces négociations invisibles que de la logistique militaire. Cette approche holistique, mêlant foi ancestrale et rigueur tactique, crée une atmosphère unique autour de l'opération Espérance. Le 40e jour arrive. Nous sommes le 9 juin 2023. Les espoirs commencent à s'émousser sérieusement. Beaucoup pensent qu'il est impossible pour des enfants, aussi résilients soient-ils, de survivre aussi longtemps sans soins médicaux. Et pourtant, vers 16 heures, un message radio codé crépite dans les récepteurs des forces spéciales. Miracle, 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 miracle. C'est le code pour annoncer que les 4 enfants ont été retrouvés vivants. L'émotion est indescriptible. Les soldats et les indigènes s'étreignent, les larmes aux yeux. Les enfants sont localisés à seulement 5 km du site du crash, mais dans une zone si dense qu'ils étaient restés invisibles jusque-là. Lorsqu'ils sont découverts par un groupe de gardes indigènes, les enfants sont dans un état de faiblesse extrême. Ils sont émaciés, leurs vêtements sont en lambeaux et ils sont couverts de piqûres d'insectes. Mais ils sont conscients. Leslie, fidèle à son rôle de protectrice, tient toujours le bébé Christine dans ses bras. Les premiers mots des enfants sont bouleversants. Tienne Noriel, le petit garçon de 4 ans, aurait dit « Ma maman est morte ». Leslie, elle, a simplement demandé de la nourriture. Les sauveteurs leur donnent immédiatement de l'eau et des soins de base, avant de les évacuer par hélicoptère vers San José del Guaviare, puis vers l'hôpital militaire de Bogota. Le retour à la civilisation est un choc immense pour les 4 petits miraculés. À l'hôpital, ils sont placés sous haute surveillance médicale. Ils souffrent de déshydratation sévère, de malnutrition et d'infections cutanées, mais aucun d'entre eux n'est dans un état critique. Les médecins sont stupéfaits par leur état de santé général, compte tenu des conditions extrêmes qu'ils ont traversées. C'est la preuve irréfutable de l'efficacité des savoirs transmis par leur communauté. Ils n'ont pas seulement survécu, ils ont géré leur survie avec une intelligence et une connaissance du milieu qui forcent le respect des plus grands experts en survie du monde. L'histoire des enfants de l'Amazonie fait le tour de la planète. Leslie est érigée en héroïne nationale. Son courage et son abnégation deviennent un symbole de la force de la jeunesse colombienne et de la richesse des cultures indigènes. Le président, Gustavo Petro, leur rend visite à l'hôpital, déclarant que ces enfants sont les enfants de la Colombie. Cette tragédie qui s'est transformée en miracle a réussi l'exploit de réconcilier, le temps d'une mission, un pays souvent divisé par des décennies de conflits internes. L'armée et les peuples autochtones, autrefois en tension, ont montré qu'ils pouvaient accomplir l'impossible en unissant leurs forces. Cependant, derrière la joie du sauvetage, la réalité de leur vie passée et future reste complexe. On apprend que les enfants fuyaient non seulement la guérilla, mais aussi un environnement familial difficile. Une bataille juridique s'engage pour leur garde, mettant en lumière les défis auxquels sont confrontées les familles indigènes déplacées par la violence. Mais pour l'heure, l'essentiel est ailleurs. Ils sont vivants. Ils ont retrouvé leur grand-mère, Fatima, dont la voix les avait guidés à travers les ténèbres de la jungle.
les retrouvailles sont empreintes d'une émotion pure, une victoire de l'amour et de la transmission sur la mort et l'oubli. Le savoir Huitoto, qui a sauvé ses enfants, est aujourd'hui plus que jamais reconnu comme un patrimoine inestimable. Ce n'est pas une simple curiosité folklorique, mais une science de la vie, adaptée à un écosystème complexe. Apprendre à lire la forêt, à écouter ses silences, à respecter ses cycles, c'est ce qui a permis à Leslie de garder ses frères et sœurs en vie. Cette histoire nous rappelle que dans notre monde ultra-technologique, nous avons encore beaucoup à apprendre des peuples qui vivent en harmonie avec la nature. Elle nous invite à une humilité profonde face à l'immensité du monde sauvage. L'opération Espérance laisse derrière elle un héritage durable. Elle a prouvé que la solidarité humaine peut transcender les barrières culturelles et institutionnelles. Elle a également mis en lumière le rôle crucial des chiens de recherche, avec le Spice de Wilson, dont le nom restera gravé dans la mémoire des Colombiens. Des statues et des hommages lui sont rendus, rappelant que dans cette quête de la vie, chaque être, humain ou animal, a joué un rôle déterminant. Wilson est devenu le symbole de l'abnégation, celui qui a donné sa liberté et peut-être sa vie pour que 4 enfants puissent retrouver la leur. Aujourd'hui, Leslie, Soleini, Tienne Noriel et Christine grandissent loin de la jungle qui a failli les engloutir. Ils portent en eux les cicatrices invisibles de ces 40 jours d'errance, mais aussi une force intérieure que peu d'êtres humains posséderont jamais. Ils sont les gardiens d'une histoire qui dépasse la fiction, un récit qui sera raconté pendant des générations dans les Malokas de l'Amazonie et bien au-delà. Ils nous rappellent que, même au cœur des ténèbres les plus denses, il existe toujours une étincelle d'espoir, une volonté de vivre qui peut déplacer des montagnes et traverser des forêts impénétrables. Cette histoire, c'est celle de la vie qui triomphe. C'est l'histoire de Leslie, l'adolescente devenue mère par nécessité, dont le regard a vu des choses que peu d'adultes pourraient supporter. C'est l'histoire d'un bébé qui a appris à survivre avant de savoir marcher. C'est l'histoire d'une nation qui a retenu son souffle pendant 40 jours, unie par une seule et même prière. Pour les histoires vraies de Mélanie, ce récit est l'essence même de ce que nous cherchons à partager. La preuve que le courage et la connaissance sont les plus belles armes face au destin. En refermant ce chapitre, nous ne pouvons que nous incliner devant la grandeur de ces enfants. Ils nous ont enseigné que la jungle n'est pas un ennemi à combattre, mais un univers à comprendre. Ils nous ont montré que la solidarité fraternelle est un bouclier plus solide que n'importe quelle armure. Et surtout, ils nous ont rappelé que tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a une voix pour nous appeler à travers les arbres, tout est possible. L'Amazonie garde ses mystères, mais elle nous a rendu ses enfants, et avec eux, une part de notre propre foi en l'humanité. J'espère que ce récit vous a touché autant qu'il nous a fascinés. L'histoire de l'opération Espérance restera comme l'un des plus beaux exemples de ce que l'homme peut accomplir de meilleur lorsqu'il s'allie à la nature et à ses semblables. C'est une lumière dans un monde parfois sombre, un rappel que le miracle n'est souvent que le nom que nous donnons à un courage qui nous dépasse. Ces 4 enfants sont désormais les ambassadeurs d'un monde où la sagesse des anciens et l'énergie de la jeunesse se rejoignent pour créer l'extraordinaire. N'oubliez pas que chaque jour, autour de nous, des histoires vraies se tissent, des destins se croisent et des miracles se préparent. Il suffit parfois d'écouter, comme Leslie l'a fait, la voix qui nous guide dans la nuit. Merci de nous avoir suivis dans cette immersion au cœur de l'Amazonie. Votre présence et votre soutien font grandir cette communauté de passionnés de récits authentiques. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'incroyable réalité de notre monde. C'était Mélanie pour les histoires vraies de Mélanie. Bonne écoute, restez curieux et n'oubliez jamais,
la réalité dépasse toujours la fiction. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous, partagez-la et laissez-nous vos impressions en commentaire. Votre engagement est notre plus belle récompense. À très bientôt pour un nouvel épisode chargé d'émotions et de vérité. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.